Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire pour le SEO Summit. Aujourd'hui, je suis avec WordPress, avec Véronique et Jacob. Bonjour à vous. Je vais vous Salut présenter Elliot. en quelques lignes. Salut Véronique. Salut. Je vais vous présenter en quelques lignes, en quelques mots, et on va pouvoir attaquer directement ce webinaire sur le netlinking à l'international, où on va parler bien évidemment de comment faire des liens et des stratégies de netlinking dans différents pays avec différentes cultures, et puis aussi parler de notre partenaire WordPress. Donc WordPress a été partenaire, et je vous en remercie, du SEO Summit. On a plus donc toi Jacob, c'est celui qu'on voit souvent sur les stands. Effectivement. Donc, si tu peux te présenter peut-être en deux mots, tes business développeurs pour la plateforme de netlinking WordPress, et peut-être dire un Alors peu déjà, plus aux gens merci qui ne Elliot connaissent pas. de m'avoir invité pour ce webinaire. Alors effectivement, je représente le marché français chez WordPress, donc une plateforme de netlinking à l'international. Aujourd'hui, on se situe à plus de 36 pays dans le monde entier. Donc, effectivement, on a réussi d'acquérir ces résultats-là au bout de 10 ans de travail acharné. Et on construit une équipe de plus de 250 personnes chez WordPress maintenant, dont moi je fais partie sur le marché français. Et j'espère que en répondant à ces questions que tu vas me poser tout le long du webinaire, je pourrai expliquer plein de petites anecdotes qui posent problème, surtout pour des personnes qui veulent rentrer à l'international avec leur stratégie de netlinking. Ok, super, merci pour cette présentation. Véronique, on te connaît plutôt pour avoir fait pas mal d'ouvrages et de publications sur le SEO, sur la partie Asie et Chine notamment, mais maintenant tu es focus aussi international. Est-ce que tu peux nous donner un Exactement. peu plus de détails sur ton actualité, puisque tu fais désormais? Alors moi, de mon côté, je suis experte SEO à l'international, hein, c'est-à-dire que je travaille en Europe, en Asie et également aux US sur tous les aspects référencement naturel sur Google ou sur Baidu. Et aujourd'hui, je suis indépendante, c'est-à-dire que j'ai ma propre marque personnelle et je travaille en mon nom pour différents projets et différents types de clients. Ok, super. Si vous voulez qu'on se retrouve au SEO Summit, ça sera en novembre prochain sur Paris Intramuros. Donc j'espère qu'on aura le plaisir de retrouver Jacob et Véronique également. Et puis on va attaquer par la première question de ce webinaire. Donc on a 5-6 questions à creuser. La première qui est comment est perçu le netlinking dans différents pays. Nous, on a pris les USA, Europe de l'Est, Allemagne, Espagne et Angleterre parce que c'est les grandes cultures qui se distinguent. Jacob, je te laisse un peu la parole et puis on creusera après derrière avec Véronique et puis quelques anecdotes. Alors, le netlinking, c'est super important pour booster son référencement sur Google et on le sait tous. Mais bon, ça change d'un endroit à un autre. Et en fonction de la manière dont les gens abordent le SEO. Donc les États-Unis et les Royaumes-Unis, les vrais vétérans du SEO, ils sont les premiers à avoir testé plein de trucs avant nous. Donc des tactiques comme la prospection pour choper des clients ou les relations publiques digitales. C'est chez eux que ça a pris de l'ampleur. Tandis que dans d'autres pays, ça cartonne pas autant. Il y a même des astuces qui n'ont jamais sorti des pays anglophones. Tiens, par exemple, Arrow, Help a Reporter Out. Donc la plateforme qui met en relation les journalistes avec les experts. Donc un journaliste qui fait appel à un expert grâce à Arrow pour trouver du contenu spécialisé dont il ne gère pas trop la thématique. Ça, en fait, ça n'a jamais percé en Pologne, ni en France d'ailleurs. Et en Europe de l'Est et en Espagne, ils comprennent bien l'intérêt du netlinking, mais leur façon de faire est un peu moins sophistiquée. Là-bas, ils misent plutôt sur le guest blogging et les annuaires locaux au lieu de la prospection stratégique qu'on voit aux États-Unis et au Royaume-Uni. Et en Pologne, on a notre petite technique à nous avec WordPress qui marche aux publications sponsorisées pour avoir des backlinks. Tandis que les SEO allemands, eux, ils squattent souvent les forums de leur secteur et les communautés en ligne pour se faire connaître et choper un petit peu les liens. Donc, en gros, même si tout le monde est d'accord sur l'importance des backlinks, les stratégies pour les avoir, ça change pas mal d'un coin à un autre. Ouais, ok, effectivement, en gros, la plateforme, moi je la connaissais, mais
pas forcément sous cette forme-là. Alors, il y en a d'autres en France, on en a un peu, on en a des différentes. Par contre, c'est vrai qu'il y a vraiment deux mondes. Il y a le côté presse, relation presse, et il y a le côté netlinking, et les deux ne se rejoignent pas forcément. Ou quand tu vas avoir un article de presse, on va citer ta marque, mais pas forcément faire de lien. Alors que vous, justement, l'objectif, c'est d'avoir la mention de la marque et d'avoir le backlink, comme tu le disais. Véronique, tu veux peut-être ajouter quelques éléments sur ce que vient de dire Jacob? Ben, pour avoir travaillé avec des clients allemands, polonais, c'est très vrai ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire que parfois on peut, par exemple nous en France, avoir juste la mention ou même un lien en nofollow et tout. Bon, ça peut passer, surtout si c'est pour des aspects aussi d'e-réputation. Par contre, en Allemagne, en Pologne, non quoi. C'est vraiment, il faut absolument le hyperlien sur l'encre de texte et ça peut pas passer tant que c'est pas fait. Mais je vais revenir un peu après. En Asie, c'est encore hyper différent. C'est-à-dire que ce soit en Chine, au Japon et même en Corée du Sud, l'encre de texte n'est pas forcément importante, alors que si. Mais justement, il y a encore une évangélisation à faire de ce côté en Asie pour le netlinking, parce que la plupart des liens sont faits aujourd'hui sur des bannières. Et ça, pour les moteurs de recherche, c'est un peu problématique parce que ils voient une image au lieu de voir un texte à cet endroit. Donc, il y a encore des choses, en fait, je pense à expliquer à ces populations et que je me tâche de faire dès aujourd'hui. Ouais, tu fais bien de le dire, c'est vrai que c'est deux mondes. Après, sur les bannières, si la balise alt ou title est remplie, on peut espérer avoir un peu de sémantique qui passe, mais beaucoup moins que du texte, hein, c'est clair. C'est pas du clairement, tout le même ouais. job. Non. Et ouais, c'est vrai que les journalistes, ils ont souvent l'envie de mettre sur un logo ou de mettre le lien sur un logo, sur une mention en bas ou directement sur l'URL du site, mais on perd ce côté sémantique et encre qui peut amener un peu de contexte, quoi. Exactement. Et Ok. même la position, quoi, j'ai envie de dire. Ouais, complètement. Alors, sans rentrer dans l'encre exacte et Oui. le risque des filtres, on va parler juste après des risques de pénalité, un peu des croyances que peuvent avoir les différentes cultures. Ouais. Mais oui, sans rentrer dans de l'encre exacte, on pourrait avoir des encres un peu le spécialiste de tel domaine ou autre, quoi. C'est ça. D'ailleurs, sur ce sujet, Jacob, tu as une petite anecdote à nous partager pour l'un de vos clients? Alors, en Amérique latine, ils ont par exemple, des limites en termes de sites et de possibilités d'acquisition de liens. Donc, ce qu'ils font les experts SEO là-bas, c'est qu'ils obtiennent des liens à partir des pays voisins qui utilisent la même langue. Donc, effectivement, le trafic ne provient pas à 100% du pays cible, mais au moins la visibilité est construite autour du mot-clé en espagnol qui est majoritairement utilisé dans les pays LATAM. De plus, je vais ajouter ici que 500 millions de personnes parlent espagnol dans 20 pays. Donc effectivement, au début, cela est un très très gros investissement, mais qui peut garantir des conversions et la possibilité de distribuer des produits dans plus de 20 pays plus tard. Ouais, tu joues sur un peu comme on fait en France avec Belgique et Suisse. Et Exact. tu joues sur le côté langue et pas forcément sur le côté pays qui sémantiquement est tout à fait correct. Et on l'oublie souvent où on raisonne un peu backlink français égale juste des sites français alors que pas du tout, quoi. Exact. Véronique, tu as peut-être un peu la même problématique avec trouver des spots en fait dans certains pays. Justement, avec l'anecdote que Jacob vient de donner hein, sur l'aspect sémantique, finalement, hein, c'est de la linguistique qui va compter pour les encres de texte et pour même le contexte hein, dans lequel on va avoir nos liens. Finalement, raisonner en termes de pays, pour moi, en netlinking, c'est pas que ça fait pas sens, mais presque. Parce que c'est, comme je disais, la linguistique qui va primer sur les encres, sur le contexte, sur les... Si je vais dans tout ce qui est histoire d'ingénierie linguistique, traitement automatique des langues, c'est vrai que on va regarder tout ce qui est co-occurrent,
tout ce qui est aussi co-citation dans un contexte. Et finalement, que ça soit au Mexique, en Espagne ou dans un autre pays hispanique, si on a l'encre de texte, pas exactement l'encre générique qu'on veut, hein, mais au moins toujours les mots-clés un petit peu autour d'une thématique qui sont dans cette langue et qui sont sur des sites qui sont quand même très populaires, eh ben, notre site a toutes les chances en fait de bien aussi gagner en popularité et voire de se positionner par la suite sur Google. Ça, c'est un peu mon avis. Ouais, ok, donc côté sémantique dans la langue, mais si on est sur des mots-clés un petit peu génériques ou des marques, on peut tout à fait passer, Complètement. passer ce côté dans l'encre. Justement, c'est une des difficultés qu'on a en Asie parce que, comme je vous disais un peu plus tôt, comme on travaille beaucoup sur les bannières, ah ben, le gros problème, c'est qu'on n'a pas cet aspect linguistique, enfin sémantique, vu que c'est des bannières qui sont, entre guillemets, en encre. Et du coup, pour contourner ça et qu'on ne peut pas toujours avoir des sites en .cn ou .jp, .kr, on peut toujours travailler sur des sites, par exemple, en .com, mais sémantiquement, les textes sont écrits en chinois, en japonais ou en coréen. Ouais, ok. Et d'où l'astuce de Jacob qui était tout simplement d'aller jouer sur des pays voisins ou des langues proches où justement la langue va pouvoir être la même. Ok. Exactement. Ok, merci pour ce tips on n'y pense pas toujours en fait, on raisonne un peu trop. Effectivement, quand on manque de spots, on pourrait aller chercher un petit peu plus loin. Et puis dans certaines langues où on a des alphabets spécifiques ou autres, c'est encore plus complexe. On parle d'encre de lien. Quand on pense en France, encre de lien, on est un peu traumatisé par d'anciens filtres et pénalités. Voilà, donc c'est pas forcément le cas dans toutes les cultures. Véronique et Jacob, vous avez beaucoup plus l'expérience. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des croyances en termes de pénalité? Est-ce que toutes les cultures, tous les pays sont un peu traumatisés comme nous en France, ou est-ce qu'il y a encore des pays où ils sont très loin de ça? Je sais pas, Jacob, si tu peux peut-être commencer ton avis. Tu sais quoi, alors, pendant longtemps, on entendait parler, on n'entendait pas trop parler de pénalités manuelles dans la communauté du SEO. Mais récemment, avec les grosses mises à jour, notamment de mars, c'est comme si une nouvelle vague était arrivée. Des tas de gros réseaux de sites se sont fait taper sur les doigts et ont été complètement retirés de Google. Mais bon, en vrai, ça concerne surtout les sites qui ont abusé des contenus générés par l'IA. Donc pour la plupart des gens, c'est pas vraiment un souci. Mais en suivant les recommandations de Google et en se concentrant sur la création de contenu de qualité, et bien évidemment une bonne expérience utilisateur, il n'y a pratiquement pas de risque de prendre de pénalité. Ok, ça roule. Véronique, toi, tu as d'autres compléments à apporter là-dessus? Complètement. Alors, est-ce que je peux afficher un truc à l'écran? Tu peux partager ton écran, ouais. Complètement. Par rapport aux pénalités et aux filtres algorithmiques qui existent dans ce monde, même si ceux de Google, je pense en Occident, ici en Europe, sont assez connus, hein, notamment Penguin ou même Panda pour la partie ferme de contenu, chez Baidu, il y a des filtres aussi qui existent, notamment pour le netlinking qui s'appelle Pomegranate ou Lao en chinois. Et c'est en gros le nom c'est grenadine. Et ça a le même effet que Penguin, c'est-à-dire que Pomegranate de Baidu va pénaliser en fait des sites qui ont des liens de mauvaise qualité, même si on peut penser qu'en Chine c'est moins mature. C'est un peu open bar, on pourrait se dire. C'est ce qu'on pense, hein. Alors, moi, perso, je sais que ces filtres existent. Je sais que Baidu a fait des communiqués officiels dessus. Mais, sincèrement, de mon expérience, ce que j'ai vu là, c'est que ça n'a pas trop bougé. En vrai, il ne s'est pas trop encore pénalisé des sites. Et techniquement,
finalement, si le site externe a des bonnes métriques, bah, ça va être comptabilisé comme un lien avec de la popularité. Donc c'est vrai que tout ce qui est technique un peu black hat, c'est un petit peu moins contrôlé. Ouais, ça Après, marche c'est pas, encore. ça marche encore, mais ça veut pas dire qu'il faut bourriner, quoi. On peut de temps en temps peut-être essayer, faire un petit coup de boost comme ça, mais sincèrement, faut éviter parce que dans les Webmaster Tools de Baidu, il y a une partie dédiée à tout ce qui est lien de désaveu. Donc ça veut dire que Baidu est déjà en train d'entamer vraiment des démarches pour améliorer son algorithme et améliorer tout l'écosystème, on va dire, de SEO, hein, de trafic organique sur son moteur. Ok, ok, je comprends. Mais ce que disait Jacob est intéressant tout à l'heure sur le fait que bah, en réalité, il y a peu de pénalités qui tombent et quand elles tombent, c'est parce qu'on les a un petit peu cherchées sur des gros réseaux de sites qui ont été mal camouflés, où on voit des tiers 1 qui sont un peu tous maillés. En réalité, quand on creuse un peu, le réseau a mérité de se faire, de se faire blacklister, quoi. C'est Exactement. c'est un peu ce qu'on voit. C'est rare de voir des choses faites entre guillemets proprement se faire blacklist. C'est quand même qu'on a un petit peu été chercher on le voit beaucoup. Il y a de plus en plus de réseaux qui sont un peu maillés en footer ou qui sont un peu même si les thématiques sont respectées, c'est un petit peu grossier. Et bah, voilà, ça s'identifie plus facilement. Justement, tu as une anecdote, Jacob, sur le sujet par rapport à l'un de vos clients chez WordPress? Bah, tu sais quoi, j'ai une anecdote sur la censure, par exemple, à la nationale. Par exemple, dans des pays comme l'Algérie, où la presse est un peu censurée, un peu beaucoup censurée, faut être malin pour faire du netlinking. Donc, bon, heureusement, en Algérie, le français est bien présent là-bas, même dans les recherches sur Google. Alors, qu'est-ce qu'on fait là-bas? Eh bien, on écrit des articles en français sur des sites français avec des mots-clés que les Algériens utilisent. Grâce à quoi nous obtenons du trafic de provenance d'Algérie, ce qui nous permet de nous positionner malgré l'absence physique de possibilités de publication d'articles sponsorisés là-bas. Ok, ouais, il n'y a pas que, en fait, au final, le, comment dire, la censure des moteurs, il y a aussi la censure des pays ou des politiques Exactement. qu'on peut avoir. C'est effectivement, faut y penser parce que, bon, on pourrait penser en France un petit peu aux législations, notamment sur tabac, alcool, cigarettes électroniques qui étaient touchées. Mais effectivement, à l'étranger, il faut aussi penser au contexte euh, géopolitique. Du coup, on va enchaîner avec une question pour Véronique. Tu vas nous parler des différences dans les stratégies de netlinking entre les marchés, justement. Tout le monde n'a pas la même manière de voir les choses. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que toi, tu as observé? Ah bah ouais, et clairement, comme je le disais depuis le début de ces webinars, entre l'Asie, l'Europe et les US, chacun a un petit peu sa manière de faire. Alors, dans les grandes lignes, et si je peux parler strat un peu tech, la plupart du temps, en Europe, en général, hein, nous, ce qu'on va adorer, c'est les articles avec des liens contextualisés bah, le plus souvent. C'est vraiment comme ça qu'on fonctionne. Et puis, on s'attend, surtout quand on fait du netlinking, à avoir ce type de résultat. C'est-à-dire qu'on va nous donner un article avec en contexte un sujet précis, un sujet d'expertise. Donc, on va éviter des promotions d'une marque ou quoi dans les articles en question. Et aux US, pour moi, de mon expérience, c'est un peu la même chose, le netlinking, c'est-à-dire que il se fait aussi en article, avec des liens contextualisés. Par contre, en Asie, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment plutôt des liens en bannière ou en footer ou encore en citation comme des sources. J'ai eu l'expérience avec le Japon où en fait, bah, j'ai fait le netlinking un petit peu à l'asiatique, hein, bien évidemment, où on demandait surtout bannières et un petit peu quand même d'articles contextualisés. Parce que
mine de rien, même si les Asiatiques n'ont pas cette sensibilité qu'on a, nous, pour le netlinking, Yahoo Japan, Naver ou encore Baidu, ce sont des moteurs de recherche. C'est-à-dire qu'eux, ils ne voient pas les images. Ils ne comprennent rien aux images sans contexte, sans rien. Il faut donc les sensibiliser à faire un petit peu du netlinking comme nous, on le fait en Occident. Et l'expérience que j'ai eue avec le japonais, c'est que tous les liens que j'ai demandés en contexte, certes, ils l'ont mis en contexte, mais en citation, comme des sources qu'à la fin de mon article, de l'article que j'ai demandé. Eh ben, ça ne me va pas, parce que moi, j'ai demandé à ce que ça soit dans le contexte. Et il y a eu vraiment des discussions. Et de là, j'ai compris que leur façon de faire le netlinking est complètement différente. Et aujourd'hui, à l'instant T, si on veut faire du netlinking japonais, même chinois ou coréen, on doit se plier un petit peu à leurs exigences, à eux, je veux dire, les clients. Hein. C'est-à-dire que eux, dans leur tête, leurs liens ne peuvent pas se trouver dans un article, mais plutôt voilà, en citation ou dans une bannière ou une légende, en légende de bannière. Ça peut se faire, et je préfère ça, sincèrement, que d'avoir la bannière en encre. Donc, Europe, article, ça sera plutôt des articles avec le contexte. Et l'Asie, aujourd'hui, c'est plutôt des bannières ou des citations en source. Ok, ouais, c'est intéressant de prendre en compte ça, parce que justement, si on serait sur le marché asiatique, ben, c'est bien d'être conseillé par quelqu'un qui va pouvoir discuter avec le site internet, avec la plateforme, pour pouvoir expliquer, bah voilà, ça serait mieux d'avoir une encre contextualisée, il faut mieux qu'on soit en plein milieu du texte plutôt qu'en bas ou autre. Alors que si on dit rien, bah, on va passer à côté d'un bénéfice en termes de référencement qu'on pourrait avoir, quoi. Okay. C'est ça, exactement. C'est intéressant cette vision, ouais. Et d'ailleurs, Jacob, on a un autre sujet, parce que là, tu nous as parlé d'articles et de bannières, mais bon, la bannière va dans un article. Toi, c'est plutôt un article, ça reste un article de presse, même si le lien, il est en termes de bannière. Mais que ce soit en France ou à l'international, on n'a pas que l'article pour avoir du lien. Il y a tout un tas d'autres types de spots, comme l'annuaire, ça revient un petit peu, c'est souvent des effets de mode, l'annuaire forum, ça revient un petit peu à la mode, mais ça a toujours poussé. D'autres pays parlent avec des PBN. Est-ce que toi, Jacob, tu as un retour d'expérience là-dessus, justement, par culture? De quel type de plateforme, dans le sens CMS, on pourrait dire, de type de CMS sont utilisés par les différents pays? Bien sûr, donc je disais que je vais commencer par les annuaires. Donc aux États-Unis et aux Royaumes-Unis, par exemple, on dirait que c'est moins la tendance, mais dans d'autres coins du monde, les annuaires restent super utiles pour se faire voir localement. Les référenceurs allemands, eux, par exemple, ils sont plutôt branchés sur les forums de l'industrie, comme je l'ai dit avant, pour se faire connaître et attraper des liens. Alors qu'en Europe de l'Est et en Espagne et en Pologne, les liens de forum sont moins utilisés, mais c'est quand même une option sympa pour les marchés de niche là-bas. En Pologne, il n'y a pas vraiment de forums généraux comme Quora ou Reddit qu'on trouve sur le net anglophone. Et puis, tous les spécialistes du référencement sont bien conscients des risques liés au PBN. C'est un peu vu du côté obscur, tu vois. On te conseille plutôt d'éviter ça. Après, il y a toujours des débats dans les forums SEO sur leur efficacité. Il y a toujours un webmaster qui est pour et il y en a qui sont contre. Mais les dernières mises à jour de l'algorithme de Google semblent bien avoir réglé ce problème. Ok, ouais, c'est intéressant. Véronique, je pense que tu as un peu le même retour d'expérience sur l'Asie. Exactement. Là, justement, par rapport au forum et tout, j'allais rebondir parce que c'est vrai que c'est une façon très populaire en Asie de se faire connaître, notamment en Corée du Sud, avec le Café Naver. C'est un espèce de format de forum ultra populaire en Corée. Par contre, tous les liens, j'ai vérifié, qu'on fait sur ces forums-là sont en nofollow. Bien évidemment, parce que Naver va pas forcément partager son jus de popularité avec les autres sites, hein, parce que s'il ferait ça, alors là, je pense que le moteur de recherche, son portail en tout cas, Café Naver, n'aurait même plus de popularité à l'heure actuelle. Mais c'est vrai que, en tout cas, une façon de se faire connaître, et c'est pas que du netlinking, mais plutôt de la notoriété et réputation,
c'est les forums. En Corée du Sud, c'est tout ce qui est Café Naver. Et en Chine, c'est les forums du type Chehu, qui est un peu comme un Quora, où, voilà, si on est très populaire dessus, c'est vrai que on peut bien aussi se référencer sur Baidu, parce que la marque en question aura une bonne réputation dessus. Ok, c'est intéressant. Ouais, il y a des cultures, mais un peu comme les spots. On parle pas forcément de PBN, mais en France, il y a beaucoup d'éditeurs de sites, donc c'est plus ou moins facile de trouver des spots. Jacob, tu disais, bah, c'est plus compliqué dans certains pays comme l'Allemagne, il y a moins d'éditeurs, donc on va plutôt aller vers des annuaires, des forums ou autres. Et il y a des pays, comme le dit Véronique, où bah, les forums sont ultra populaires. Alors, c'est du no-follow, donc Exact. bon, après, il y a toujours des petites astuces pour peut-être passer en do-follow ou autre. Des fois, c'est pas Bien du tout sûr. possible, des fois, c'est possible. Mm. Après, ça fait pas de mal aussi que la marque soit citée, même si elle est en no-follow, elle passe pas de jus, mais ça peut peut-être rajouter un côté branding et autorité de marque dessus. Et toi, justement, Jacob, tu as une anecdote à nous partager par rapport à WordPress sur un de vos clients euh, dans le gambling, où il a fallu Yes, ruser un yes. petit peu pour lui trouver des liens. Oui, effectivement, parce que le gambling, c'est une thématique qui est assez compliquée pour les SEO, d'autant plus qu'il est de plus en plus censuré dans plusieurs pays. Donc ça devient effectivement de plus en plus compliqué. Mais justement, en prenant l'exemple du client qui souhaitait publier des articles sur le gambling aux Pays-Bas, donc là où on parle néerlandais, euh, là-bas, parler de casino, c'est strictement interdit par la loi. Point barre. Certes, il y a une toute petite partie des éditeurs qui acceptent un ancrage casino dans l'article, mais la thématique de l'article est complètement à l'ouest, hors sujet, et l'encre utilisée ne peut pas être strictement liée au casino, donc ça ne répond quasiment jamais aux demandes du client. Et je mentionne même pas les prix qui atteignent là-bas les 500-600 euros par lien facilement. Alors, qu'avons-nous fait? Eh bien, nous nous sommes tournés vers le pays voisin, la Belgique. C'est un petit peu la même histoire qu'avec les pays LATAM et l'Espagne. Donc, en Belgique, on parle 3 langues, l'allemand, le français et le fameux néerlandais. Et nous avons tout simplement commencé à publier sur des sites belges en néerlandais, ce qui nous a permis de toucher un public néerlandais aux Pays-Bas. Ok, très clair. Donc ça permet, en plus des types de plateformes, de varier langue plus type de plateforme et d'arriver à trouver bah, toujours des petites astuces pour ton client, même si la législation, tout à l'heure on avait vu le côté géopolitique, mais ça peut être aussi là dans ce cas-là la législation. Dans d'autres cas, l'autorité Google, entre guillemets, qui des fois va permettre ou pas de faire quelque chose. Ok, bah c'est cool ces petites anecdotes, ça permet de mieux vivre un peu votre quotidien pour arriver à vous plonger, à lier métier du client ou spécificité de son business avec spécificité du pays, justement. Mm. Et donc, tous ces éléments, ça nous amène à une autre question sur la fameuse qualité d'un lien. C'est un peu comme la qualité du contenu, tu sais, c'est Google qui nous dicte qu'est-ce que la qualité. Toi, Jacob, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus comment les différentes cultures et les différents pays que l'on a cités jusqu'ici bah, évaluent la qualité d'un lien? Bien sûr. Euh, alors, partout dans le monde, il y a quelques critères clés qui comptent vraiment pour évaluer un lien. La pertinence, l'autorité et le trafic. Ce sont les éléments principaux que les spécialistes du SEO regardent partout et toujours. Et vu que l'anglais domine dans le marketing et le SEO, c'est souvent à partir de là qu'on tire nos critères de qualité. Et ça complique, et ça s'applique globalement. Mais bon, la façon d'évaluer l'autorité peut varier un peu d'un endroit à un autre. Le truc le plus difficile à évaluer, c'est l'autorité de la page. Depuis que Google a caché le PageRank au référenceur en 2016, plein de nouvelles mesures ont surgi pour essayer de la remplacer. Les plus populaires sont le domain rating d'Ahrefs par exemple et le domain authority de Moz. Mais dans des pays plus petits, les référenceurs peuvent aussi utiliser des outils locaux avec des mesures d'autorité un peu différentes, comme la visibilité du site estimée par le trafic et le nombre de mots-clés pour lesquels la page se classe dans les 50 premiers résultats de recherche. Et le volume de trafic peut aussi influer l'évaluation de la qualité dans différents marchés. Par exemple, en Pologne, avec nos 38 millions d'habitants, même les plus gros sites
auront un trafic bien moins important qu'aux États-Unis ou en France, par exemple. Et les spécialistes des États-Unis et du Royaume-Uni accordent souvent une grande importance à des métriques de lien comme le Domain Authority et le Trust Flow pour évaluer l'autorité. Les liens provenant des sites bien établis avec une forte autorité de domaine sont très prisés dans ces régions. Ces métriques sont évaluées à l'échelle mondiale par les outils SEO. Donc, dans des marchés plus petits, les sites locaux peuvent avoir des scores plus bas. Du coup, on se concentre moins sur les métriques pures et on regarde plus la qualité globale et la pertinence du site qui fait le lien. Ok, bah oui, c'est vrai que tu as raison de préciser ce sujet parce que si on compare un petit pays face aux États-Unis, bah ouais, le trafic il est moindre, mais c'est pas le site qui attire moins de monde, c'est juste que dans sa thématique par rapport à sa langue, bah, il attire effectivement moins de monde, mais c'est pas pour autant qu'il va pas pousser ou passer autant de page rank Bien sûr, le dit, du quoi. moment qu'un article est bien écrit et informatif sur un site pertinent, ça peut être apprécié même si le DA n'est pas super élevé, quoi. Ouais, même si on n'a pas une métrique dingue, mais c'est souvent le côté un petit peu où on oublie que les métriques sont données par les outils, comme tu viens de le dire, et ces outils, ce ne sont pas Google, hein. Le PageRank, que ce soit le CF ou le DA ou d'autres métriques, la force induite, pour citer Babar comme l'outil français, c'est des métriques qui donne une approximation, mais c'est voilà, faut jongler avec, quoi, comme tu viens de le dire. Et Justement, toi, Jacob, tu as une anecdote par rapport à un client au Mexique. Exact, exact. Alors, le netlinking au Mexique n'est pas très populaire parmi les marques de luxe et certaines marques mondiales très connues ont entre 50 et 200 domaines référents, ce qui est vraiment très peu pour une marque de luxe. Et notre client, au cours du premier trimestre, en investissant 50 000 euros, qui représente pratiquement rien pour une marque de luxe, on se met d'accord, est parvenu à placer la plupart de ses produits dans le top 3. Et après 6 mois seulement, il s'est classé dans le top 1 pour 90% des mots-clés de sa gamme de produits. Ouais, ok, donc le volume ne veut pas tout dire souvent sur certains pays en fonction de la concurrence et de ce qu'on peut trouver. Yeah. La qualité, comme tu disais, entre guillemets, voilà, faut l'analyser par pays. D'où l'intérêt, comme tu disais aussi au début, c'est que vous analysez la concurrence sur le marché de votre client pour voir où est-ce qu'il faut aller. Ça peut être intéressant d'avoir l'avis de Véronique sur le sujet également, parce que la qualité, genre, on regarde un petit peu les sites côté asiatique en termes déjà de design. On pourrait dire, oui, ça ressemble à un vieux PBN des années 2000 chez nous, alors que c'est un site qui paraît, qui est qualitatif, tu vois, pour une autre culture, par exemple. Rien que même les sites, après je sais pas si c'est des bons exemples, mais des sites du gouvernement, on va dire chinois, t'as l'impression que c'est un site qui date des années 90, alors qu'il a pardon, un domain rating ultra important. Donc c'est vrai que c'est pas le design qui fait tout, mais vraiment l'Asie, ça sera vraiment le trafic. Le trafic, la popularité. Et j'allais parler aussi du PageRank, parce que Baidu utilise le fameux PageRank qu'on connaît peut-être tous, la fameuse petite barre verte là. Et ben, c'est encore effectif comme métrique chez eux, et également le Alexa Rank. Donc effectivement, c'est un peu différent. Par contre, tout ce qui est Trust Flow, Citation Flow, ça n'existe pas pour l'Asie. Enfin, ils ne raisonnent pas du tout avec cette métrique en Ouais, tout cas. les outils les calculent pas forcément, quoi. Non, alors, mais si tu les passes dans la moulinette de Majestic, oui, il va te sortir le Trust Flow, Citation Flow du site. Mais dans les outils chinois, ouais, t'as pas cette notion, quoi. Ces deux métriques n'y sont pas. Et justement, tu penses que Baidu a le même mode de calcul pour le PageRank ou c'est un calcul à peu près semblable ou complètement différent? Je pense qu'il est semblable. Je pense que sincèrement, Ok. il est semblable. Après, il a certainement ajouté ces petits trucs à lui liés à la popularité et l'irréputation d'un site web. Parce que dans une étude, j'ai cru voir que... Enfin, j'ai vu, pardon. J'ai vu que, par exemple, le nombre d'abonnés sur Weibo et le nombre de Baidu avis que tu as sur ton site comptent.
Ok, Mm. intéressant. Donc ce côté social, le signal social est aussi, Super important. important et présent. Ouais. Ok. Exactement, ouais. On va passer à une phase de conseils, puisque c'est ça qu'on attend aussi de ce genre de webinaire. C'est Jacob, quel conseil tu pourrais donner à une entreprise qui veut soit se lancer, soit booster son SEO à l'international, peut-être une belle entreprise française qui veut attaquer le marché, qui a besoin d'aller chauffer son netlinking. Comment tu pourrais la conseiller? Alors, c'est clair que le netlinking international pose des défis à cause des différences culturelles et de l'adaptation des stratégies aux marchés locaux. Même si certaines tactiques de création de liens peuvent être considérées comme universelles, leur mise en œuvre doit s'adapter au paysage culturel, toujours. Sinon, ça ne va pas marcher. Donc la première chose, le guest blogging est largement utilisé dans le monde entier, ce qui en fait une bonne option pour se développer sur différents marchés. Le contenu de haute qualité est toujours apprécié, bien évidemment. Proposer des idées uniques et précieuses propose des idées uniques et précieuses et les éditeurs seront plus enclins à utiliser ton contenu. C'est valable partout, dans tous les marchés. Développe les campagnes de prospection multilingue pour les sites web dans différents pays. Même si la prospection n'est pas la tactique la plus populaire partout, ça peut être quand même bénéfique. Le contact direct avec les éditeurs, ça permet de faire connaître ta société et peut ouvrir la voie à de futures opportunités, on ne sait jamais. Et puis aussi, il y a la possibilité que ça fonctionne pour toi. Comme alternative, pense à utiliser du contenu sponsorisé pour la création de liens. Ça te permet pas seulement d'acquérir des liens précieux, mais aussi de faire connaître ton site à de potentiels lecteurs et clients. Des plateformes comme la nôtre, par exemple, WordPress, elles peuvent te mettre en relation avec des éditeurs et te donner de la visibilité dès le début de ta présence internationale. Tu vois, surtout que quand tu veux attaquer un marché que tu ne connais pas la langue, tu ne connais pas les éditeurs, tu ne sais pas par où commencer, alors commence par WordPress. On peut toujours faire quelque chose ensemble et comment dire, attaquer un marché ensemble. Voilà. Ouais, l'idée, en fait, c'est au lieu qu'on aille contacter chaque éditeur ou fouiller chaque plateforme, essayer de trouver dans chaque pays les spots. Quand on se connecte chez vous, on crée son compte, on se connecte, on a tout de suite accès à un panel d'éditeurs et de spots potentiels, et ça va beaucoup plus vite à actionner comme levier que d'aller fouiller soi-même. Déjà qu'en France, c'est galère d'aller trouver des éditeurs. Exactement. Et en plus, Donc, tu n'es pas laissé à toi tout seul sur notre plateforme. Il y a toujours un chef de projet qui est là avec toi, pour t'aider à réaliser tes stratégies SEO à l'international, peu importe où tu veux publier. Ouais, ok. On donnera un lien et puis on en reparlera un peu plus dans le détail tout à l'heure Oui, bien pour sûr. expliquer comment créer son compte et puis comment prendre contact avec un chef de projet et puis initier des premières démarches sur WordPress. J'ai deux questions pour Véronique avant de clôturer ce webinaire. La première qui est peut-être un peu plus liée, Véronique, à l'aspect culturel aussi, c'est quels sont les critères à prendre en compte lors du choix d'un site pour obtenir des backlinks? Jacob, il en a déjà un petit peu parlé sur les critères de qualité, mais toi, si tu peux revenir dessus, puisque l'évaluation d'un spot, comme on l'a vu, n'est pas du tout la même d'une culture à une autre et d'un pays à l'autre. Toi, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le sujet? Complètement. Alors, moi déjà, le premier aspect que je reprendrai, c'est l'aspect linguistique, comme je disais au début de ce webinaire. Parce que finalement, ce qui compte, et pas que bien sûr, mais beaucoup, c'est les textes, comment ils sont écrits, dans quelle langue ils sont écrits sur un site. Et comment on va attirer le trafic par rapport à un marché donné. Si jamais, par exemple, on n'a pas suffisamment de sites dans un marché, peut-être utiliser la même langue parlée sur un autre site pour que justement on puisse attirer le trafic nécessaire pour les liens externes qu'on vise. Donc pour moi, c'est la sémantique qui compte, bien évidemment, dans ce cas-là, et pas que le trafic sur un site. La sémantique, très important. Les mots-clés qu'on va utiliser en encre de texte, finalement, même si ça a l'air de rien, c'est super important pour réussir à bien se positionner sur que ce soit des mots-clés marques ou des mots-clés génériques.
ces mots-clés-là, finalement, on doit les retrouver dans la langue qu'on travaille et les avoir justement comme, on va dire, encre de texte, on va dire ça, hein, encre de texte sur les sites externes. Et finalement, bien évidemment, les liens en contexte dans les articles. Parce que je vous ai beaucoup parlé de bannières et les attributs alt, tout ce qui est lié à la sémantique autour quand même de la bannière compte. Et tous les liens qu'on peut avoir, des liens textuels qu'on peut avoir dans les contextes, dans les légendes, c'est hyper important à mon sens. À l'échelle mondiale, hein. Vraiment, je parle vraiment pour l'ensemble des pays et des marchés. Ça rejoint ce que Jacob nous a dit tout à l'heure et c'est intéressant. Il ne s'agit pas d'envoyer un contenu pour envoyer un contenu. L'éditeur, il peut refuser de publier. Donc, il faut trouver un sujet qui change un petit peu de l'ordinaire, qui intéresse les lecteurs potentiels de l'éditeur. Comme tu viens de le dire, pas oublier d'optimiser sémantiquement son contenu. Quel que soit le moteur et la langue, il faut que Google ou Baidu ou autres puissent comprendre de quoi parle le contenu. Exactement, les encres de lien comme tu l'as dit, et puis voilà, est-ce que c'est bannière, est-ce que c'est encre image ou encre texte? C'est mieux de l'encre texte avec un bon ancrage. Donc ça c'est important. Et puis on parle principalement de Google et Baidu, mais tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, Véronique, et puis Jacob, toi tu pourrais nous en citer d'autres en Pologne. J'imagine qu'il y a plein de moteurs un peu seconds comme Bing. Nous on connaît Bing en France, mais j'imagine qu'en Pologne vous avez 3-4 moteurs. Il n'y en a pas qu'un seul. On se focus beaucoup sur Google, mais il y a aussi des plus petits challengers qui peuvent amener un petit peu de trafic. Donc qui n'ont pas les mêmes critères forcément que Google, mais qui peuvent se rejoindre. Et Véronique, justement, tu as insisté beaucoup sur ce côté linguistique qui est important. Comment tu invites les gens à le gérer sur une stratégie netlinking? Parce qu'il faut écrire des contenus, des beaux contenus, sémantiquement optimisés. Donc c'est quand même un défi complexe pour une marque qui ne gérerait pas les langues dans lesquelles elle voudrait se développer ou qui a peut-être qu'un seul interlocuteur en interne, tu vois. C'est ça. Non seulement il y a l'article, bien évidemment, la base de base à optimiser avec toute la sémantique qui va avec. Je dirais que le point de départ quand même d'une bonne stratégie de netlinking à l'international, c'est la sélection de mots-clés. Très basique, mais finalement, c'est un peu à ce moment-là qu'il ne faut pas se louper. Il faut trouver les bons termes, les bons mots, suffisamment génériques, mais pas trop non plus pour éviter de se faire taper dessus par les filtres. Et l'idée pour moi, c'est quoi? C'est de aussi prendre en compte tous les aspects culturels et de bien retranscrire la façon de faire le marketing localement. Si je prends l'exemple que je connais le mieux, qui est la Chine ou même l'Asie en général, je pense que vous voyez tous un petit peu la façon dont ils font la publicité, on va dire, sur place, avec des panneaux publicitaires clignotants dans tous les sens. À Hong Kong, vous voyez, tout est très, très dense en termes de panneaux, de marketing. Il faut qu'on ressente cela sur le web. Si vous voulez que ça soit nativement compris et que ça parle aux consommateurs locaux, il faut absolument retranscrire ces aspects marketing, ces détails sur le web, sur votre site web. Et on peut faire ça, bien sûr, avec les bannières. Ça, je ne vais pas dire le contraire. Mais pour moi, si ces bannières-là ne sont pas en contexte, n'ont pas tous les mots-clés liés à la linguistique autour qui va aider justement le lien externe à être beaucoup plus efficace, on risque de passer à côté d'une stratégie de netlinking efficace. Ok. Et justement, d'où l'importance de passer par des professionnels comme WordPress qui maîtrisent le marketing et puis la culture locale, parce que on va pas tout à fait axer les mêmes arguments sur de la Pologne, sur de l'Europe de l'Est, comme sur de l'Allemagne, l'Angleterre, États-Unis. Et là, justement, vos chefs de projet, Jacob, sont là pour conseiller vos clients, les entreprises potentielles qui veulent se développer sur tous ces axes et tous ces éléments.
et vous laissez pas les clients se débrouiller sans trop savoir où tâtonner. Exactement. En fait, c'est l'un de nos plus grands atouts, c'est que nous avons des teams natives, même des bureaux, justement dans les pays dans lesquels nous sommes présents, dans les 36 pays. Et effectivement, les chefs de projet, ce sont des personnes qui parlent nativement la langue, qui connaissent la région, qui connaissent globalement le pays et la langue. La culture, quoi, tout ce qui va autour. Ouais. Voilà, okay. J'ai eu un blanc. Et donc, effectivement, ça permet de réaliser les stratégies SEO d'une façon individuelle pour chaque pays, quoi. Ok, c'est top. C'est ce que les clients attendent, hein, c'est pouvoir être conseillé et pas être lâché au milieu d'une plateforme et pouvoir être accompagné sur le long terme. On va arriver au bout de ce webinaire qui était super intéressant. On a vu pas mal de choses, notamment sur le netlinking international, entre le côté linguistique, le côté spot, le côté qualité et puis comment ça fonctionne. Jacob, on a pour les internautes, les gens qui nous écoutent, on va mettre un lien juste en dessous de la vidéo. Bien sûr. Pouvoir avoir je vous invite aussi sur mon LinkedIn. Si vous venez du webinaire, je vous invite sur LinkedIn pour une petite démo. Il suffit de m'envoyer un petit message. Et par la suite, on va essayer de travailler ensemble. De plus, pour les personnes du webinaire, j'ai un bonus de 50 € offert sur la plateforme pour la tester justement gratuitement de la part de WordPress. Donc, je vous invite à faire une petite démo, ça coûte rien et au moins vous pourrez voir un petit peu à quoi ça ressemble du coup d'un point de vue international. Ouais, top. Écoute, il y aura tous les liens sous la vidéo. Comme ça, on pourra te contacter via LinkedIn, te faire un message pour avoir une démo ou directement sur le lien de la plateforme et demander un chef de projet. Mais ces 50 €, c'est ultra cool pour se permettre de tester. On va reparler du SEO Summit juste après, mais peut-être Véronique, tu veux un dernier mot, donner quelques infos aux internautes qui nous écoutent? Moi, de mon côté, si je peux reparler un petit peu de WordPress, effectivement, c'est une plateforme de netlinking international super intéressante qui, de mon côté, m'aide énormément sur les stratégies Europe, hein, parce que on couvre pas mal de marchés avec cet outil. Et ça permet justement de créer des articles, même de trouver des articles déjà existants sur des sites externes que WordPress propose et de rajouter ces liens dessus dans un contexte déjà bien ancré. Ok, cool. Ouais, c'est intéressant. De toute façon, faut tester, c'est le meilleur moyen de savoir et puis d'essayer. Mais en tout cas, que ce soit avec WordPress ou quelqu'un d'autre, c'est ultra important de se faire accompagner par des professionnels, surtout sur l'international. Et comme tu le disais, avoir des gens qui maîtrisent la langue et puis qui connaissent vraiment le marketing du pays, c'est ultra important, parce que ça évite de mettre son argent par la fenêtre. Ça permet vraiment de l'utiliser de manière concrète. Petit coup de promo pour le prochain SEO Summit qui a lieu à Paris, intramuros, certainement autour de la Seine et dans le cœur de Paris, au mois de novembre. Donc c'est dans un peu plus de 6 mois. On refera exactement le même format, une journée de formation avec les masterclass SEO et le lendemain un événement. On va retrouver pas mal de partenaires. J'espère que WordPress, on aura le grand plaisir de vous retrouver. On pourra retrouver Jacob et Véronique sur le stand. Donc si vous avez besoin de démos en live ou autre, vous pourrez revenir à ce moment-là rencontrer l'équipe. Et puis entre-temps, vous pouvez les contacter directement sur le LinkedIn de Jacob, de Véronique ou sur la plateforme WordPress. Merci à vous d'avoir passé un peu plus d'une heure avec nous. Tous les liens sont sous la vidéo. Je vous laisse faire un petit mot pour la fin. Saluer tout le monde et merci. Merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Exactement. Merci à Elliot aussi d'avoir consacré ton temps et je vous souhaite une très bonne journée.